Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré et les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes, un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Peggy Fournial. Bonjour Peggy, tu travailles pour le Parc national de Porquerolles et Porquerolles en tant que garde-monitrice depuis 2009. Tu es également plongeuse professionnelle. Tu as publié dernièrement en collaboration avec Sabine Chotard les carnets de mouillage corse. Tu vis sur l'île avec ta famille depuis 2009. Pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots où tu es née, où tu as grandi et comment tu es finalement arrivée à Porquerolles ? On n'arrive pas à Porquerolles par un chemin bien droit. Où je suis née en région parisienne. J'ai grandi en région parisienne. Je suis arrivée dans le sud autour de mes 15 ans, parce que mes parents avaient envie de soleil et de cigales, d'odeurs de maquis. Donc ils ont quitté leur vie professionnelle parisienne pour s'installer vers Aix-en-Provence. Et j'ai fait mes études à Toulon. Et je suis restée à Toulon parce que j'ai trouvé l'amour. Je suis restée à Toulon et j'ai fait des petits boulots à Toulon. Et comment arriver jusqu'à Porquerolles ? Le chemin n'est pas simple. Hein. Quelles études ? Ah oui, pardon. IUT de biologie et de l'environnement à la Garde. D'accord. Qui m'ont amenée à Porquerolles la première fois avec l'IUT par ma prof d'écotoxicologie qui nous a fait visiter le conservatoire botanique. C'était mon premier pas sur l'île en février. C'était fantastique. Tempête, le vent, les embruns. Et après mon diplôme, j'ai un peu vadrouillé à droite, à gauche, des petits boulots, Décathlon La Garde, la plongée loisir, la plongée archéo, tout ça dans le cadre du bénévolat en club. T'avais une idée du métier que tu souhaitais exercer ou pas du tout ? Je voulais être garde-moniteur. Ah ouais. Je voulais être garde-moniteur depuis 15-16 ans en fait, quand des rêves d'enfants, d'archéologie, de soigneurs de dauphins, c'est étiole parce que tu prends la maturité. Non, je voulais être garde-moniteur. Mon frère a fait le chemin beaucoup plus rapidement que moi. Lui, il a fait les études et il a fait le concours derrière il a eu direct. Moi, j'ai fait des petits virages en passant, comme je disais, par Décathlon, par l'association Écolo à Porquerolles en emploi jeune, où je sensibilisais les plaisanciers à l'environnement. Tout l'été sur le plan d'eau, j'avais un petit bateau à côté de la 43 Nord. D'accord. Donc tu logeais dans ton bateau ? Non. J'habitais la Garde et je venais tous les jours, d'abord en voiture, à me garer là-haut en galérant, comme tout le monde. Mais à l'époque, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Et après, en 2 roues. Et je faisais les trajets Porquerolles-La Garde tous les jours. Et cet emploi n'était pas pérenne du tout. Et on a fait Elliot avec Marcus. Et on était en quelle année là ? Là, on était en 2004. D'accord. J'étais à 4 ans d'emploi jeune, où je commençais un peu à tourner en rond. Et j'ai passé un concours. Alors, les concours des parcs nationaux, je les avais passés. Je les ai jamais eus. Bon, c'est pas que j'étais mauvaise, c'est qu'on était trop nombreux et le nombre de postes était trop restreint. Et du coup, j'ai fait le concours du ministère des Finances. Rien à voir avec la choucroute. Vive la fiscalité, les tableaux, les chiffres. J'ai fini en habit bleu avec une bande rouge à Nice. Et ensuite en garde-côte dans le Nord. J'étais devenue fonctionnaire d'État et je pouvais postuler à tout autre poste de fonctionnaire d'État. Donc mon frère m'a fait passer les tableaux de mutation des parcs nationaux où j'ai postulé sur le poste vacant de garde-moniteur à Porquerolles et garde-moniteur à Porquerolles. Et j'ai été prise tout de suite. Ils m'ont demandé de choisir entre Porquerolles et Porquerolles. Ouais. J'avais choisi Porquerolles et ils m'ont dit l'école ferme. Et j'ai dit, moi je peux pas s'il n'y a pas d'école. Donc ils ont essayé de voir, vu qu'il y avait 2 enfants qui arrivaient à Porquerolles, les miens, ils ont essayé de voir avec l'académie s'ils pouvaient arrêter la fermeture.
Et l'académie a dit, non, c'est pas possible. On a entamé le processus de fermeture de l'école, donc c'est fini. Donc j'ai pris Porquerolles. Loin, vraiment pas à regret, hein, pas du tout. Vraiment, parce que satisfaite complètement. Oui, c'était de bons choix. C'était deux bons choix, complètement différents. Je serais venue à Porquerolles après, je pense. Mais je voulais commencer par le cœur de parc, le cœur de métier de garde-moniteur. Ce pourquoi, voilà, le garde-moniteur n'est pas le même ici et sur l'île à côté. Voilà, c'est pas du tout le même. On a un parc avec la loi de 1963 à Port-Cros. Ici, on a un parc avec la loi de 2006. Ça n'a rien à voir. Voilà. Vous étiez logé où en arrivant ? Vous étiez logé par le parc ? Ouais. Le parc nous a dit venez, voilà, parce ils ont bien compris que c'était une famille qu'ils accueillaient. Ils accueillaient un garde-moniteur, mais avec une famille et des enfants. Donc c'est aussi un argument pour le parc, de faire venir des enfants et des familles sur l'île. Et du coup, ils nous ont passé un logement d'appoint, comme il y a au hameau, là où je suis. Il y a des logements d'accueil sous les toits, mais un petit appart très confortable qui allait très bien, où Joséphine a fait ses premiers pas, et en bas de cet appart, Elliot a appris à faire du vélo en 3 heures et c'était réglé. Voilà. Vous y habitez encore ou Non, on a déménagé, on habite 50 mètres en face, dans une petite maison du parc, toujours, où on appelle ça, je suis logée en nécessité absolue de service. C'est comme les gendarmes, je suis corvéable. Si je suis là, je suis corvéable. C'est de bon entendement, quoi. Pour moi, c'est normal. Je suis logée, je paye les taxes quand même, je paye les charges, mais je suis logée, voilà. Et ton mari ou ton compagnon, il travaille dans quel domaine ? Alors mon mari, quand il a vu la mutation Port-Cros-Porquerolles, il a dit ah oui, tout de suite. Et il est arrivé ici et il s'est tout de suite très bien entendu avec Raphaël, le mari de Sabine, Hélène et Franck de Bizère. Et ils ont monté leur petite boîte de travaux sous-marins et d'assistance maritime dont on a dû entendre parler. Et alors, l'adaptation, quand vous êtes arrivé donc en 2009, tu arrives avec un tout petit bébé, Elliot qui rentrait à l'école, l'adaptation, elle s'est passée comment ? En fait, je te pose cette question parce que j'ai lu dans un interview qui était consacré aux gardes-moniteurs de parcs nationaux, tu disais que le plus dur, ça avait été de s'intégrer, que tout le monde ne voit pas l'uniforme d'un bon œil, pour que les villageois ne nous perçoivent pas le week-end comme des policiers de l'environnement, il faut redoubler de sociabilité. Exactement. Et tu terminais en disant que pour toi, ça t'avait pas posé de problème. Tout est dit. Merci Ingrid. Ça n'a pas changé du tout. Après, je suis arrivée avec un avantage, c'est que je connaissais Porquerolles. Moi, j'ai choisi cette mutation pour le métier et pour Porquerolles. Comme j'ai dit, j'avais postulé sur Port-Cros, mais vivre à Porquerolles, c'est un choix. C'est un double choix, c'est une mutation de professionnel, mais c'est une mutation aussi de cœur et d'envie de vivre comme ça. Voilà. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu percevais un petit peu comment pourrait être la vie. C'était pas quelque chose de complètement fou, tu t'es dit... allez. J'avais envie d'une vie pas comme les autres. Ouais. Voilà. Et sans les inconvénients des billets d'avion pour aller voir la famille. J'avais pas envie d'un exil. À Porquerolles, je suis pas en exil. J'ai pas une vie comme les autres, mais je suis pas en exil. Voilà. Et on a eu, avec Marcus, on avait regardé pour aller. Il est plongeur pro, avec beaucoup plus de spécialité que moi. On peut travailler de par le monde. Et on a eu plusieurs opportunités, et c'est toujours, c'est bête à dire, nos familles qui nous rattachent. En fait, les maladies qui nous ont tenus, en fait. Une fois, c'était ses parents, une fois, c'était les miens. Et tu dis, putain, mais si j'étais à Nouméa, comment tu fais ? Y en a qui arrivent à vivre avec des parents malades à 6000 km. Moi, je peux pas. Et donc, c'est ça qui nous a tenus un peu dans le coin. Et Porquerolles, du coup, ça a été notre exil. Exil, c'est pas une fuite. C'est vraiment... c'est une vie trouver une vie ailleurs et différente. Différente, mais pas loin. Donc, moi, je voulais une vie où on parle anglais. C'est raté. Avec les touristes en ce moment. Ouais, là en ce moment on parle italien, je suis pas une fan. On parle porquerolais, écoute, c'est un langage où il faut connaître les subtilités. Donc mon intégration s'est très bien faite parce que je suis arrivée ici, avec l'envie, avec l'envie de partager aussi mon métier, parce que je savais qu'ici il y avait eu
le parc, l'État a essayé de faire des choses bien, mais qui n'ont pas été forcément bien perçues. Depuis 7-8 ans, on est une bonne équipe qui communique avec les villageois. Et d'autres agents ont eu des enfants. Je pense que là, cette équipe qui est là, où les enfants sont allés à l'école, où on a montré qu'il y avait des gens sous l'uniforme, qu'on était des êtres humains, et qu'on a aussi, nous aussi, des choses à dire sur notre employeur, mais on a aussi des choses à dire sur les porquerolais qui, forcément, sont pas forcément réglo non plus. Hein. Tout n'est pas de la faute du parc. Il y en a encore aujourd'hui qui voient que le parc en moi. Je les considère pas, en fait. S'ils arrivent pas... Moi, je vois les porquerolais, mais je vois aussi l'être humain qu'il y a dedans, et voilà. Donc, certes, des fois, c'est pas facile d'être en gris et de dire aux gens ce qu'ils doivent pas faire. Mais il faut le faire avec délicatesse, humour et compréhension et explication, et si c'est bien fait, ils comprennent. Voilà. Après, comme je disais, je suis arrivée ici, j'étais pas inconnue non plus. Hein. C'est-à-dire, quand tu dis ça, tu connaissais des gens Oui. Moi, j'avais travaillé avec Sabine. Quand j'étais à l'association Écolo, j'avais travaillé avec Sabine. On avait gardé un petit lien. Et après, l'intégration s'est fait vachement facilement. Parce que Virginie, la sœur de Sabine, elle a une fille qui a l'âge d'Eliott. Tu restes un peu devant l'école, hein, mais c'est comme partout. Hein. Bien sûr. L'intégration se passe par l'intégration, c'est soit le soir au bar, à boire des canons, à partir de 18h l'hiver. Moi, c'est pas trop moi, ça. Et puis, c'est pas trop mon gars non plus. Donc, c'est faire devant l'école. Passer du temps devant l'école à parler avec tout le monde. Et tu vois bien comment se créent les affinités ou pas, quoi. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes missions au parc. Donc, le parc national, il a été créé en 1963. Il a été étendu à une grande partie de Porquerolles en 2012, tu le disais tout à l'heure. C'est un établissement public à caractère administratif, placé sous l'autorité du ministère chargé de l'écologie. Vous êtes 80 agents environ, si je ne me trompe pas. Et le parc, il est constitué d'un conseil d'administration, d'un conseil scientifique et d'un conseil économique, social et culturel. Est-ce que tu pourrais rappeler brièvement quelles sont les principales missions du parc national ? La protection sans la mise sous cloche. Tu peux préciser ? La loi de 2006, la loi de 1963 mettait la mise sous cloche. Enfin, mise sous cloche, c'est péjoratif, hein, mais c'est la protection totale avec le minimum d'interaction avec l'homme. D'accord. Et l'économie, et donc la politique. Et la loi de 2006, la loi Girand, faire entrer l'économie et l'homme et son activité au sein de la nature. D'accord. C'est très compliqué pour de la protection parce que c'est que de la concertation du coup. Porquerolles, c'est vraiment un parc de la loi de 2006. Et c'est dur de le sortir, de le maintenir, le parc. Ouais, donc protection, information, sensibilisation et aussi une sorte de laboratoire aussi. On fait des études sur la nature, on fait venir des scientifiques, on analyse, on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Et voilà, après, comme c'est écrit, c'est un établissement à caractère administratif. Alors c'est super dur de se dire c'est administratif, mais il y a des gens sur le terrain. Bah ouais, sur le terrain, on n'est pas 80, t'as dit 80 dans l'établissement en général. Je te raconte même pas le nombre de personnes qu'il y a en administratif, mais on est moins de 30 sur le terrain, en fait. Moins de 30 à Porquerolles ou au total tout, sur les 4 secteurs. Il y a secteur Caplardier, secteur Porquerolles, secteur Porquerolles et secteur Gien. Ça, c'est les grilles que tu connais, avec le bleu, blanc, rouge. Ils sont sur ces 4 secteurs et on est une trentaine. Des bleu, blanc, rouge, il y en a à la direction, mais ils ne sont pas nombreux. Ils doivent être 4 ou 5. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est de l'administratif, de la gestion. La comptable, des analyses, des scientifiques, de la com, des électriciens, des informaticiens. Et sur le terrain à Porquerolles, vous êtes combien ? On est une petite dizaine et en plus de ça, il y a des agents du domaine qui sont entre 4 et 6 qui sont pour l'entretien de la forêt et des pistes et tout ça. Et il y en a 2 qui vivent sur l'île, des agents du domaine. Il y a Ludo et Alain. Je pense que tu as listé toutes les missions du parc. Toi, tu travailles plus sur lesquelles ? Les 4 missions d'un garde-moniteur, oui. C'est la police, oui. Donc qui peut passer par de l'information ou de la répression, information, sensibilisation, répression. L'autre mission, c'est la communication, comme tu m'as déjà vu en anime. Voilà, je fais des animes, je suis censée, c'est pas capable, le mot est pas ça, je suis censée pouvoir accueillir tout public et leur expliquer mon métier ou
faire un focus sur mon métier, comme après-demain pour la soirée nocturne. Est-ce que, je fais une petite aparté, les personnes que l'on voit en ce moment à la Tour Fondue, c'est des personnes qui sont là, tu sais, qui font de la sensibilisation, tu sais, pour risque incendie. Beige. Beige. Alors ça s'appelle la garderie forestière. C'est mis en place par le conseil régional et c'est pour la sensibilisation au feu. Il y en a dans le Verdon, il y en a dans la Sainte-Baume, il y en a dans tous les massifs de la région PACA et c'est des jobs saisonniers payés par le conseil régional. Qui, le conseil régional, il les prête aux entités gestionnaires de terrain. Donc nous, ils nous en ont passé quelques-uns qui travaillent à la fois sur Gien, à la fois sur Porquerolles, pour nous aider à faire de la sensibilisation, parce que c'est par là que ça passe. Et ceux de la garderie forestière sont soutenus par aussi le CIETM, qui met aussi de la sensibilisation. Quand nos petits gars de la garderie forestière sont ici à Porquerolles, il se peut qu'ils ne peuvent pas être à l'information à la Tour Fondue. Donc voilà. Donc il y a aussi le CIETM qui fait ça de manière saisonnière. Donc les métiers de garde-moniteur, c'est la police qui fait que je suis habilitée par le procureur pour relever les infractions et dresser des procès-verbaux aux atteintes à l'environnement, et seulement aux atteintes à l'environnement. Tu peux citer des exemples ? De la cueillette, des prélèvements, genre les oursins en été, il faut l'écrire en gros. Les oursins en été, c'est une atteinte à l'environnement. L'espèce ne peut pas se reproduire tranquillement. Je suis habilitée à verbaliser la personne qui commet cette infraction. La personne qui fume, il peut y avoir un préjudice pour la forêt. Je suis habilitée à dresser un procès verbal. Un monsieur qui piège des petits rouges-gorges en période de migration, si je l'attrape, je lui dresse un procès verbal. Voilà, ce genre, les cueillettes excessives, les cueillettes d'espèces protégées, enfin, tout ce qui relève du code rural, code forestier, code de l'environnement. Mais voilà, moi je ne suis pas du maintien de l'ordre, je ne suis pas de la circulation, je ne suis pas habilitée pour ça. Après, comme tout citoyen français, j'ai le pouvoir de rendre compte aux autorités compétentes. Voilà, toi, moi, si on voit un truc qui va pas, on a le droit, et même des fois le devoir. C'est pas dénoncer, c'est informer quant aux infractions qui se commettent. Tu m'as dit qu'il y avait 4 missions. Alors il y a la police. Après, j'ai la sensibilisation communication, j'anime. Après, il y a l'aménagement. Ici à Porquerolles, les gardes-moniteurs sont pas trop dans l'aménagement, mais on peut être amené à aider les bûcherons, à remonter des murs en pierre, à déblayer des endroits, nettoyer les plages l'hiver. On est amené à bricoler. C'est un bien petit mot, mais on est amené à faire ce genre de choses. Aménagement, poser des poteaux, faire la signalétique avec les moyens qu'on a. L'aménagement, ça fait partie de nos missions. Et la 4e, c'est celle pour laquelle tout garde-moniteur passe le concours et veut devenir garde-moniteur, c'est les suivis faune et flore. Voilà, c'est le rapport privilégié à la nature qui fait qu'on rentre tous dans ce métier pour ça. Voilà. Et ça occupe quelle partie de ton temps ? En fait, j'ai vu des super belles vidéos là sur le site du parc. C'est dommage, je trouve qu'on les voit. Le truc du puffin ? Ah, génial. Mais franchement, le truc du puffin, j'ai vu le truc de l'observation du comportement acoustique là des cétacés. Des cétacés. Mais ils sont super ces films. Mais ils sont super ces films. Ils sont très bien. Et la boîte qui l'a fait, ça a été vraiment une super rencontre avec en plus les gens qui ont tourné. Elles sont super bien faites, ces petites vidéos sur les puffins et les cétacés. Et donc, voilà, c'est les suivis faune. Moi, je suis en charge de quelques suivis faune, pas de botanique. J'ai le suivi engoulevent que je partage avec Gilles. Le suivi puffin que je partage aussi avec Gilles. J'en ai d'autres, mais faucon pèlerin, les chauves-souris. Ouais. Et après, toutes les observations aléatoires que tu peux faire sur le terrain de faune. Voilà. Et donc, ma question, c'était le temps que ça te prend. Est-ce que ça change dans l'année, par exemple ? Est-ce que là, tu es plus en police
Oui, ça change dans l'année. On a un boulot à 100%, 35 heures sur toute l'année. Et donc, ça fluctue au cours de l'année. Le problème que j'ai, moi, c'est que les puffins, ça me prend aussi l'été. Mais donc, je vais être fatiguée cette semaine parce qu'il va falloir que je fasse les deux. Mais parce que, oui, dans là, le les puffins, film, c'est la nuit. Mais exactement, c'est ce que je voyais quand tu les bagues. T'as les puffins le jour et t'as les puffins la nuit. Et là, l'été, j'ai au moins 4 soirées en falaise. Et il y en a une cette semaine. Et donc, oui, je peux pas te dire combien de temps ça prend en pourcentage. Je l'ai jamais fait. Mais l'hiver, on fait plus ça que... Le garde-moniteur, au printemps, il est à bloc. Voilà, parce qu'il y a tout qui se réveille. Les fleurs qui sortent, les petits oiseaux qui arrivent. L'hiver, novembre, décembre, janvier, on est plus dans l'entretien du matériel, dans les rendus de rapports, dans les analyses, dans les budgets, dans les projets. On est plus là-dedans. Quoique moi, le puffin Yelcon, il arrive en novembre, hein, mais... Je m'excite pas trop, il fait froid la nuit. Mais il y a du boulot aussi. Donc, je suis incapable de te dire le temps que ça prend. Mais voilà, mais l'été, on est tous les 8, on est affectés tous les jours à de la surveillance. Voilà. On est 4 par jour, 2 en mer, 2 à terre. Et sur les 1200 hectares. Et on fait à 99% de la surveillance. L'été. 15 juin, 15 septembre, le service est affecté à ça. Pour éviter qu'elle parte en fumée, quoi. Parce que, voilà. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, là, c'est plus de la curiosité, mais c'est les procès-verbaux que vous dressez en ce moment, et c'est plus pour quel type d'infraction ? Alors, en ce moment, c'est la cigarette et la pêche. La pêche interdite, la pêche. Parce que Porquerolles a une réglementation assez particulière pour la pêche. Et soit il y en a qui ne savent pas, soit il y en a qui pensaient savoir. Donc, tu verbalises, hein, c'est quand même les réglementations pêche, elles existent depuis 2006, donc il y a un moment, les gens doivent se poser un peu la question de où est-ce qu'ils vont tremper leur esque depuis leur bateau ou depuis le bord. Voilà. Quels sont selon toi les grands enjeux de Porquerolles dans les années à venir ? Pas scier la branche sur laquelle on est assise, voilà. Pas mettre le feu à la mode de paille où on est dessus, pareil, enfin voilà. Et au-delà des enjeux environnementaux planétaires, moi je trouve qu'ici ça s'accélère quand même très vite par la fréquentation et pour le moment la nature elle est super sympa, elle nous le rend bien, hein, vu qu'on la laisse se reposer l'hiver. On n'a pas de dégradation super énorme. Bon, on parle d'hyperfréquentation et tout ça. Est-ce que aujourd'hui, quand bien même le parc ferait le mieux possible pour préserver cette nature, comment tu sens cet équilibre en fait ? Je sens un pessimisme dans ton regard. Mais en fait, moi j'en ai conscience, le parc en a conscience, mais ceux qui gagnent leur vie et qui veulent toujours la gagner plus de cette nature, ils en ont pas conscience. Les gens, ils viennent pourquoi ici ? Pour manger des glaces et faire du vélo ? Ou ils viennent pour voir que c'est beau et que c'est par moments paisible et qu'il y a quand même un caractère spécifique. Après l'été, je pense pas que toi et moi, oui, on vient chercher ça parce qu'on arrive à le retrouver à Porquerolles, même avec les 6000 personnes qui débarquent. Les gens ne savent pas où ils viennent. Porquerolles, c'est une coche. Tu sais, un cocheur en ornithologie, c'est un mec qui fera tout pour voir l'oiseau qu'il n'a jamais vu. Et le tourisme, aujourd'hui, c'est devenu de la coche. Quand tu es en vacances dans le sud, il faut ta dose d'UV, il faut que tu aies fait ton marché nocturne sur le port, il faut que tu sois allé à Marineland, il faut que tu sois allé à Aqua City, et il faut que tu sois allé à Porquerolles. C'est une coche. Faire ton selfie au-dessus de Notre-Dame. Alors que les gens ne savent pas où ils sont, premièrement, mais ça c'est défaut du parc et défaut de la politique aussi, qui ne veut pas afficher clairement que ici on est en cœur de parc. Ça c'est politique. Mais c'est récent le fait d'avoir ajouté Porquerolles à Parc National de Porquerolles et Porquerolles. Ça se fait tout seul, tout douce. C'est nous, dans notre usage, où on l'impose.
Mais c'est pas encore automatique, mais c'est important. Au départ, les agents, on voulait changer le nom du parc. Peut-être un jour, changer le nom du parc. Mais le parc national Porquerolles a eu ses heures de gloire au niveau mondial, parce que c'est le premier parc marin, 1963, c'est fantastique. Ça a été une terre un vrai laboratoire. Mais aujourd'hui, maintenant, il faudrait que ce soit en local, que les gens qui viennent ici, ils sachent où ils vont. Certes, ils vont dans un parc de la loi 2006, mais enfin, tu le sais, c'est pas le même. Faut pas non plus que ça soit un privilège de venir, mais il faut pas que ça soit. On vienne pas consommer, quoi. La nature, elle se consomme pas. Voilà, la nature, elle s'apprécie, elle se vit, elle se sent, elle se respire, elle se touche. Je voulais t'engager, sur l'hyperfréquentation, on y est depuis tout à l'heure, mais voilà, tu disais tout à l'heure 6000 personnes, même j'ai lu qu'au pic, on était à 8500 personnes qui débarquent, donc on parle même pas des plaisanciers qui sont en bateau. On sait ce que ça génère, atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services. Il y a une étude sur la capacité de charge qui a été faite l'année dernière, où les visiteurs ont été interrogés, et donc on parle de ce taux d'insatisfaction, voilà, de base, qui est de 26%, je pense qu'il est à peu près le même partout, et qui passe à 50% quand on dépasse les 5000 visiteurs quotidiens. Donc, si on va au bout du bout, on peut dire qu'on pourrait attendre sans réagir et que ça conduirait à une autorégulation par l'insatisfaction. Eh ben non. Non, tu crois que c'est même pas... Eh ben non, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de monde qui ne vient qu'une fois à Porquerolles. Donc les gens insatisfaits, ils reviendront pas. Mais c'est pas grave, il y en aura des nouveaux l'année prochaine. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche et que ça va continuer à marcher parce qu'on est tellement nombreux et que c'est devenu, comme je te dis, une coche. Tout le monde veut venir pour juste être venu. Tant pis s'ils ils ont raqué 15 balles, ils ont fait la queue pour aller au parking. Donc je parle même pas de l'accès à la tour fondue. Il faut vraiment avoir envie. L'accès au parking, raquer le parking, faire la queue pour ton billet, faire la queue pour le bateau, faire la queue pour ton vélo. Après, être comme les autres sur la plage, même la plus loin que tu as essayé de trouver, parce qu'avec les vélos électriques maintenant, tout se gagne à Porquerolles. Tu peux pas te dire je vais être tranquille au bout de la plage noire. Tu peux plus être tranquille au bout de la plage noire, c'est fini. Je le sais, nous on a eu des vélos électriques pour travailler et les transects qu'on fait, on les fait 3 fois plus vite que ce qu'on faisait en vélo mécanique. Qu'est-ce que tu entrevois comme solution ? Pour toi, il faudrait être beaucoup. Mais comme tout le monde, un chiffre. Un chiffre qui limite ? Bah bien sûr, bien sûr. Un chiffre raisonnable. L'embêtant, c'est qu'un chiffre, ça va peut-être faire monter la cote encore de Porquerolles encore plus fort, parce que du coup, ça va être un truc encore plus inaccessible. Et il faut pas non plus que Porquerolles soit un privilège, tu vois. Et donc c'est très très compliqué et contradictoire comme solution de gestion, tu vois, voilà. Pourquoi plus qu'un autre, on aurait le droit de venir ici ? Je sais pas. Ouais. C'est compliqué. Après, il y a des solutions, tu vois, ils parlent de réguler le nombre de touristes avec des réservations en amont, des départs à heure fixe, modulation des tarifs en fonction de la fréquentation. Alors non, c'est pas les mêmes. Ça, le pass hiver, donc le bateau moins cher avec le resto et le vélo, comme ça lisse la fréquentation, mais c'est pas vrai. Le nombre de personnes l'été sera toujours le même, voire exponentiel, enfin augmentant, et juste ça amènera des gens encore plus l'hiver. C'est tout. Ouais, Porquerolles, un privilège. Ouais, après, si c'était comme, tu sais, comme dans les bâtiments, il faudrait peut-être que Porquerolles devienne un bâtiment à la tour fondue avec un clic. Ah, il y a 50 personnes. Comme à la Fondation Carmignac. 50 personnes dedans. Et ben Porquerolles, il faudrait qu'il y ait un chiffre à la tour fondue. Ah, mais non. Là, il faut que ça sorte pour que vous puissiez rentrer, comme les parkings. Hein. Ouais, c'est horrible. Ouais. Ça crée des privilégiés aussi. Hein. Et c'est pas la conception de l'accès à la nature. Alors, pour les touristes qui viennent, les visiteurs d'un jour qui viennent sur l'île et qui sont pas là pour prendre leur glace, poser leurs fesses sur leur serviette, voilà, celui qui, il a pas pu venir au printemps, mais il veut passer une journée à Porquerolles et il veut profiter, il veut vraiment voir Porquerolles, tu lui conseillerais quoi comme itinéraire ? J'en ai croisé, j'en croise, je lui proposerais quoi comme itinéraire ? Je lui proposerais déjà de prendre le bateau de 7h30, c'est sûr. D'avoir un casse-dalle, un gros casse-dalle, et de prendre le bateau de 19h30, faut optimiser. Hein.
Ça dépend s'il veut marcher ou s'il veut se baigner, ça dépend, mais il faut aller au Med le matin, comme ça il n'y a pas trop de monde sur la piste. Tu peux te faire les différentes ambiances, les eucalyptus, les chênes lièges au bout là-bas, au début de la piste des Salins, puis après tu continues un petit peu, fin de Notre-Dame, t'as ces chênes qui ont poussé très vite et tout droit, qui sont très hauts et qui te donnent une ambiance assez étrange, et t'arrives dans ce fortin là-bas qui est tout pourri, tout humide, mais qui domine la grande passe, et qui, voilà, et le fort de Brégançon en face. Après, faire des petits sentiers un peu fermés. D'éviter les grands axes, ou en tout cas les prendre soit très très tôt, soit très très tard. Voilà, les grands axes très 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 tôt, très très tard. Après, le sentier des Crêtes, je pense que l'été, il ne doit pas y avoir grand monde qui marche dessus, quoi. Donc ça te permet de faire des petites incursions à Loustaou. Si t'es courageux, tu vas te baigner en bas de l'Indienne. Si t'es assez tôt, tu peux aller prendre l'îlotte avant qu'il y ait les joyeux qui soient en bas. Porquerolles, elle s'apprécie quand il n'y a pas trop de monde, quand t'es seul, pour que tu puisses vraiment... Mais c'est pas Porquerolles, c'est tout, c'est la nature. Tu peux pas l'apprécier avec des milliards de monde. Tu peux pas ressentir la même chose partout où tu vas, hein. C'est comme ça. Alors, on va parler de ton lien avec Porquerolles. Un jour sur l'île, ça ressemble à quoi pour toi, en plein été? Moi, j'aime bien travailler tôt le matin. Justement, pour ce que tu sais de moi, c'est que j'aime le matin, j'aime la nature qui se réveille, j'aime le calme. Forcément, que le matin ou la nuit. Mais sinon, oui, c'est une journée type l'été, c'est surveillance. Hein. Voilà, c'est surveillance. Avec des horaires décalés ou pas décalés, mais c'est... Essentiellement surveillance. Alors, plutôt une journée au printemps, comme ça, pour être un peu plus varié. Il y a un peu de surveillance. Et il y a un peu de suivi faune, et il faut tourner et organiser des animations, essayer de monter des projets. Tu reçois des écoles? Des fois, ouais. J'ai une animation que j'ai mis en place, mais que je suis en train de repasser, en fait, pour plus avoir à la faire. L'animation Laisse de mer. Donc je reçois des écoles sur la plage, et je leur parle de la vie marine, en fait. Et de ce qu'on trouve sur la plage et comment ça vit dans l'eau. Mais le parc reçoit des écoles, surtout au Fort Sainte-Agathe, ça permet d'amener l'historique avec le côté parc national. T'es déjà venu au printemps, 26 mars, 5 mai? Ouais. Et on a des bagueurs d'oiseaux qui sont là. Donc moi, je passe beaucoup de temps avec eux pour apprendre et pour échanger. Donc on a, ça du 26 mars au 5 mai, je peux aller voir les bagueurs d'oiseaux qui sont soit dans la plaine d'Oustalou, soit aux lagunes. J'ai mes suivis puffins à faire. Et toi, tu bagues aussi, non? Je t'ai vu sur... les puffins. Pas les petits, je suis bagueur spécialiste, je suis pas bagueur généraliste. Okay. C'est un niveau au-dessus. J'ai ça, j'ai le suivi puffin, on a les comptages poissons aussi en plongée, on a de la surveillance maritime pour la pêche, on a de la surveillance toujours de territoire quand même. Je peux accompagner mes collègues sur de la bota aussi, hein, tu vois, j'ai pas de protocole botanique attitré, mais je peux les accompagner sur la bota. Je prépare mes gîtes à chauve-souris aussi, voir si tout va bien, ouais. S'il n'y a pas des planches à remplacer, des fils à remettre au plafond, enfin... Si... Elles viennent quand, les chauves-souris, déjà? En juin. Ouais, fin mai, début juin, voilà. Je peux aller dégriffer, enlever de la griffe de sorcière, ça c'est ma grande passion. Quand je suis ça fait très physique, ça fait du bien. On s'est excité sur une zone Natura 2000 à la presqu'île du Langoustier. Donc là, il y a du rendu, mais non, mais c'est un truc sans fin, la griffe de sorcière. Donc de temps en temps, autour de mes colonies de puffins, je vais dégriffer les griffes de sorcière, parce que ça permet au rat de se maintenir. Il se maintiendrait peut-être, mais c'est sûr qu'avec la griffe, il se maintient encore mieux. Parce qu'il la mange quand il s'est plein d'eau. Le rat à Porquerolles, ça aussi. Ça, voilà, on parle pas beaucoup du rat à Porquerolles. Pourtant, j'ai eu 2 villageoises qui m'ont dit c'est comment, toi, les colonies de puffins, là? Parce que là, il y en a plein de villages. Et cette année est une année à rats. Il y a beaucoup de rats. Parce qu'il y a eu de l'eau quand il fallait, il y a eu des glands. Un truc, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu des glands comme il y a eu. Donc, il y a à bouffer, quoi. Et donc, il y a eu la repro. Et donc, ils sont là.
Et C'est des gros rats. c'est des gros rats. Ouais, c'est pas des rats comme à Paris, hein. C'est des bons gros rats, oui. Quand tu le vois, t'es pas contente de le voir. Il te fera pas de mal, mais il est pas si dégoûtant que ça, parce que Porquerolles, c'est pas sale, hein, tu vois. Mais c'est ratus, rat noir, et ça, le rat forestier, enfin voilà. Donc le rat, pourquoi on est venu à parler du rat, je ne sais pas, ma grande passion. J'ai le griffe de sorcière, et qu'avant j'avais le protocole rat que j'ai abandonné, parce que ça menait à rien d'essayer de réguler les rats. Donc le printemps, les rats, les puffins, préparer les chauves-souris, les passereaux. Je suis représentante du personnel aussi pour le CHSCT, donc j'ai de temps en temps des réunions. Puis j'essaie de m'intéresser un petit peu à tout. Là, c'est pas un problème, mais il y a le sanglier qui est arrivé à Porquerolles. Ouais. Donc je suis avec Christian, on est il n'y a pas de protocole, hein, mais sur le suivi du sanglier à Porquerolles, donc ça me prend pas mal de temps aussi. Est-ce que c'est une menace ou pas ? Il y en a combien, tu sais ? Moi, il y en a pas mal. Ouais. Il peut y en avoir beaucoup plus. Ouais. C'est pas encore visible, non. Vraiment, comme à Porquerolles. Est-ce que je redoute, moi, quand je vais courir Non, tu risques rien du tout. C'est vrai ? Non. Il course pas ? Non. Si tu tombes sur une laie avec ses petits, bah, tu fais demi-tour. Oui. C'est tout. Sinon, un sanglier tout seul, il va avoir peur de toi. Donc tu risques vraiment, mais rien du tout. Okay, bon bah voilà, rien pour ça. Rien du tout, parce que s'ils nous coursaient, ça serait facile pour les tirer, tu vois. Mais non, ils nous coursent pas. Ils sont très discrets à Porquerolles. Et donc ça va... On essaye de faire des trucs, mais c'est difficile parce que c'est une bestiole qui est intelligente et qui est très furtive et qui est très difficile à attraper. Voilà. Ça menace quel type d'espèce sur l'île ? Le raisin des vignerons. Ouais. Ça menace les reptiles. Ouais. Les reptiles, les grenouilles et tous les oiseaux qui nichent au sol. D'accord. Et qui nichent au sol ou bas. Parce qu'on a beaucoup d'oiseaux qui nichent à 40 cm du sol. Il y a des petites fauvettes, elles nichent à 40 cm du sol. Donc elles ont déjà le problème. Ces petites fauvettes, elles ont déjà le problème rat, elles ont le problème chat. Et maintenant, on leur ajoute le sanglier. Et le puffin aussi, s'il va dans les colonies, il défonce les colonies. Il peut. S'il arrive à descendre, à Porquerolles, il y a certaines colonies où il descend, il ravage tout. Voilà. Et puis aussi au niveau floristique, et tous les bulbes, alors nos petites orchidées, hein, les petites sérapias, un régal. Voilà. Donc, à une échelle moindre, le sanglier, à la base, il fait partie complètement de l'écosystème continental. Hein. Il remue la terre, il permet à certaines graines de germer certaines années en remant, il aère le sol, il a sa place dans l'écosystème, le sanglier. Mais en écosystème insulaire, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et où il n'y a pas de prédateurs, parce que là, on peut arriver aussi sur un autre truc. En France, il n'y a plus de super prédateurs. Il y a le loup qui arrive, on en fait tout un flanc. L'ours dans les Pyrénées, c'est très difficile. Le lynx, c'est compliqué aussi. Nos super prédateurs ne sont pas là pour réguler la faune. Ouais. Voilà. Ouais. Donc là, c'est d'autres sujets plus écologiques, plus globaux, qui font que... non, on ne va pas introduire le loup à Porquerolles. Mais si le sanglier est ici, c'est parce qu'il a fui le continent. Ouais. Et pourquoi il a fui le continent ? Parce qu'il est en trop grand nombre de l'autre côté et qu'il est chassé. Parce qu'il fait des désordres de l'autre côté. Voilà. Parce qu'il est en perte d'habitat. Il faut réguler ici. Donc il faut qu'on régule ici. On n'arrivera certainement pas à l'éradiquer, mais il faut le réguler, c'est compliqué. Ouais. Il y a eu des sangliers avant, à Porquerolles. Il y en a qui ont été amenés, mais ils ont été chassés. C'était du temps où on chassait pour manger. On chasse plus pour manger. Ouais. Donc c'est un de mon gros boulot, le sanglier. Je mets du maïs, je vérifie les cages, je relève les pièges photos, je vais faire les affûts avec les chasseurs, je dépaisse le sanglier, C'est pas ma passion, hein. Mais bon. Ouais, qu'est-ce que tu préfères ? Non, je préfère traquer le sanglier que le tuer. Voilà, la traque, c'est très marrant. Savoir où il est passé, voilà, lui donner à manger pour le cantonner, le voir, voilà. Mais sinon. Le tuer, c'est autre chose. Et dans l'observation, ta préférence, c'est quoi ? Les oiseaux, Porquerolles, c'est... Ah bah oui, les cétacés, bien sûr. La rencontre, elle est tellement fortuite et magique quand tu... est tellement courte que, ouais,
T'as vu beaucoup de baleines? Non, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu. Mais j'ai pas tout vu. Des 8 qu'on a en Méditerranée, je les ai pas tous vus. En vrai. J'ai vu des morts. Je les ai tous vus. Si, en mort et vivant, je les ai tous vus. Mais en vivant, je les ai pas tous vus. Mais il y a 10 jours, j'ai vu un cachalot. Voilà. Pas longtemps, mais on a un protocole cétacé. Ça aussi, ça fait partie de mon job. Voilà. Tu vois, j'oublie, ça vient après, tu vois, comme je suis désordonnée. Protocole cétacé, on a un transect qui part au sud, à 8 km au sud de Porquerolles. On a une ligne à suivre avec les écoutes, comme tu as vu sur la vidéo. Et donc, on cherche sans quitter ce transect, c'est de l'observation. Voilà. Et à l'écoute, si on arrive à les entendre, mais tu peux pas le localiser en l'entendant. Ah oui, d'accord. T'es content de l'entendre, tu dis ah ouais, il est par là. Il est par là, mais où? Mais où? Et puis comme il peut rester plus de 70 minutes, le cachalot. Enfin voilà. Donc on en a vu un il y a 10 jours, c'était vraiment très très bien. Ouais, j'imagine. Très joli, magique. Ouais. Voilà. Quelle est la saison que tu préfères sur l'île et pourquoi? On va dire le printemps. Fin d'hiver, printemps. Voilà. L'éveil de la nature. L'éveil de la nature, la tranquillité, la lumière. Et puis voilà, des petits oiseaux qui chantent qu'on n'entend plus là, parce qu'il y a les cigales qui chantent, donc on n'entend pas les petits oiseaux. Quand c'est un peu plus humide, que t'entends l'eau couler, ça c'est très rare à Porquerolles, mais qu'est-ce que c'est bon, après une grosse pluie, t'entends toutes les petites rivières temporaires qu'on a, tous les petits ruisseaux, tu peux te croire en montagne d'entendre l'eau couler après les grosses averses, mais faut le dire. Ouais, faut faire. C'est très rare, mais c'est vraiment magique. Tu ouvres ta fenêtre et t'entends les petites rues qui coulent. Même du village, hein? Non, tu les entendras pas du village. Il faut être derrière. Moi de la maison, oui, parce que je suis à flanc de colline. Mais donc non, oui, le printemps, fin d'hiver et printemps. Le seul problème, c'est que l'eau elle est froide, donc tu peux pas profiter vraiment, mais tu plais à marcher sur la plage quand même. Et ouais, t'as des envies de te baigner, mais tu sais qu'elle est froide. Tant pis. Non. Et ton endroit préféré? Moi, j'en ai plein. T'en as plein. Alors, 2 ou 3. Non, je peux pas. En plus, tu connais l'île par cœur. Mais oui, et puis je peux pas te dire parce que c'est ton endroit. Selon l'horaire. Voilà, c'est l'horaire, la température, parce que les odeurs sont pas les mêmes, la météo. En fonction, moi j'adore aller au Langoustier quand c'est baston, parce que je me croirais en Bretagne, tu vois. C'est quand la mer elle est blanche et qu'elle se casse. Mais moi j'aime tout. Tout à l'heure j'étais à l'Indienne Carré. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, un peu trop de griffes, mais putain, mais c'est bien. Et puis j'adore aller à l'îlotte. Et puis Loustaou quand il y a personne, mais putain, t'es le roi du monde. La galère, celle du fond, ah ouais. Enfin, la vigie, te poser là-haut sur la vigie, là. Je couperais bien 2-3 arbres pour faire un panorama. Non, moi je peux pas dire j'ai un endroit, je peux pas. J'aime. Je sais pas, t'en as un toi un préféré? Franchement, je pose la question, mais moi personnellement, je sais pas répondre. C'est con, hein. Et moi c'est pareil, c'est selon aussi l'heure de la journée. Voilà. C'est Le même soir. des endroits hyper empruntés quand il y a personne. Mais c'est ça. C'est plus du tout les mêmes. C'est quoi. plus du tout les mêmes. Parce que tu marcher sur une piste, entendre que tes pas sur une énorme piste avec des grands arbres. Ouais, mais moi je trouve ça fantastique. Mais voilà, tu vois, un truc, mais c'est tout simple, il n'y a pas besoin d'aller. Moi j'adore l'allée des pins. Oui. Mais quand il n'y a personne, tu vois, le soir, là, quand tout le monde est parti, l'allée des pins. Et je pense que ça est lié à une première émotion. C'est un monument cette allée. Moi, elle me transcende quand les arbres sont rouges. Ah là là, ouais. Voilà. Ah bah Ça, voilà. c'est... Ouais. Et c'est qu'à un certain moment de la journée, avec moment. un certain angle, et voilà. Exactement. Voilà. Donc, non, j'ai plein d'endroits Ouais, préférés. Moi, quand j'ai le cul en falaise avec mes oiseaux et que je suis toute seule, enfin pas toute seule parce que j'ai pas le droit d'être toute seule en falaise, mais et que je suis là au milieu de rien. Enfin, personnellement, ça me fascine. Ça fait 10 ans que je fais ça, je reste encore fascinée. Et quand ils sont pas là à chanter, ils me cassent. Je dis, c'est nul. Mais voilà, je reste encore fascinée. Donc, il faudrait que je t'emmène carrément en falaise les voir, parce que maintenant, il faut les entendre. Mais il faut les voir. Ouais. Ils sont assez rigolos comme bestioles. Donc voilà, oui. Donc c'était quoi mon endroit préféré? Bah écoute... La lanterne du phare. La lanterne du phare.
Qui éclaire toute l'île. Qui éclaire toute l'île. La plage d'Argent l'hiver, j'adore. Oui. La plage d'Argent l'hiver. Ouais, la plage. Attends, j'en ai une autre que j'aime beaucoup aussi là. Les Gadons. Les Gadons, mais pas la petite quand t'arrives, mais quand il n'y a pas la Posidonie, quand elle est bleue turquoise. Quand tu sors du buisson et que t'as celle-là, que... Ouais. Et la plagette de la Grand Cale. Cette plagette de la Grand Cale, quand il n'y a pas de houle, parce que sinon la plage, t'es trempé à chaque fois qu'il y a une vague. Mais cette plagette, elle est fantastique. Non, mais c'est beau partout et puis c'est varié. Oui, c'est ça. Moi c'est ça que j'aime ici, c'est que c'est varié. Sur un tout petit bout de territoire, ça... Tu peux t'en mettre, t'es partout. T'es aux Seychelles, en Bretagne, en Corse, dans la forêt varoise, en Australie avec les eucalyptus, le maquis haut, maquis bas, forêt de pin, forêt de chêne liège. Ouais, jamais, quoi. Moi je me lasse jamais, et j'espère ne jamais me lasser. Le rouge-gorge. Non, je pense que je me lasserai pas. Après, des fois j'ai envie de partir, c'est sûr, mais pour aller où? Voilà, c'est ça. Pour aller où? Pour toi, la porquerolle authentique, c'est quoi? Ça, c'est les anciens qui parlent de la porquerolle authentique du temps, la fin de Fournier peut-être, tu vois, ou l'après-guerre. C'est encore après Fournier, quoi. C'est... Mais qu'est-ce que c'est qui est authentique? Enfin, tu vois, si tu ne faut pas vivre avec le passé non plus. Donc, la tienne, c'est peut-être moi, l'authentique, c'est la proximité avec les gens. Mais c'est une vie de village que tu peux avoir ailleurs. Voilà. Puis... Ouais, c'est la vie de village. Qui est assez tristoune quand même l'hiver. C'est pas très très vivant. Mais parce qu'on a un village vieillissant, parce qu'on peut pas avoir des jeunes non plus. On va arriver au logement. Ouais, tout à fait, c'est une vraie problématique. Une vie de village, on a un village vieillissant, donc il est moins vivant. C'est sûr, l'authentique, les vieux, ils vont te parler d'autrefois, les parties de boules, les pêcheurs qui rentrent, la ferme, tout ça. Oui, parce que c'était vivant, parce qu'il y avait du logement, parce qu'il y avait du travail varié pour tout le monde. Il y avait des ferronniers, t'avais les pêcheurs, t'avais... voilà, c'était... Mais c'était le passé, et on vivait pas du tourisme à ce point-là. Donc, porquerolle authentique, c'est quand les villageois arrivent à se retrouver tous autour d'une même cause et dans la bonne humeur. Pour toi, ça se joue dans la relation et la proximité. Ouais. C'est pas forcément le territoire. Certes, l'insularité, elle permet ça, parce qu'elle cloisonne le village, l'insularité. Le territoire, mais c'est moi, porquerolle authentique. Le dernier porquerolle authentique, c'était le départ à retraite de Roselyne, qui était vraiment fabuleux. Voilà, je sais pas si tu en as entendu parler, mais voilà. Pour moi, c'est ça, porquerolle. Au-delà de ça, le porquerolle authentique, c'était quand on a cherché le petit anglais pendant 2 jours. Voilà. Et ben ça aussi, c'est pour moi, c'est voilà, je te fais frissonner. C'est la solidarité dans l'insularité, mais pas forcément l'insularité, c'est la solidarité dans un village. Mais t'es là pour la même cause. Alors c'est con que j'ai rapproché le petit anglais avec le départ de Roselyne, mais moi, c'est les trucs où on est tous ensemble à partager, voilà. Vivre de quelque chose intense, ou dans le bien ou dans le mal. On se retrouve à l'église pour les enterrements, tous. Moi, je rêve qu'on fasse rôtir un sanglier sur la place, tel Obélix et Astérix. Ce serait possible, non? Ouais, ce serait possible, mais voilà. C'est ça que ça force les petits villages. C'est la vie ensemble. Est-ce que tu pourrais me raconter un souvenir ou une anecdote marquante de ta vie à Porquerolles? Il y en a plein. Le fait qu'on ait bloqué le port pour pouvoir garder la garderie, la poste, et que voilà, ça c'est rigolo, c'est marquant. Là, on était fédérés aussi, encore une fois. Il y a un truc qui est marquant aussi à Porquerolles et qui moi je trouve qu'il se perd d'année en année, mais c'est le jour de l'an porquerolais. Il n'y a nulle part ailleurs au monde. Non, pas au monde, mais dans le coin, où tu peux avoir un bal ouvert à tout le monde. Le porquerolais authentique, il est dans ce premier de l'an, mais ça se perd. Parce que c'est devenu une coche, le jour de l'an porquerolais. C'est un produit de consommation. Les anecdotes... le départ de Roselyne, je reviens là-dessus.
Ça, c'était un super truc. Elle voulait un bal pour son départ. Ah ouais. Elle a eu son bal mi-octobre, un bal de village, un vrai, et tout le monde elle avait acheté à manger, mais tout le monde a amené à manger, tout le monde a amené à boire, et c'est celui de Sainte-Anne qui était déjà parti, qui est venu faire la sono. Enfin, c'était fantastique. Les kinos aussi sont fabuleux. Ah, les kinos. Les kinos. Ouais. Les kinos, et là aussi, tu as pas mal de proximité et de partage. Ouais. Les kinos, c'est pas mal. Marco, il a réussi à faire un joli truc. Est-ce que tu as eu l'occasion de quitter Porquerolles pendant une longue période ? Et est-ce que quand tu étais loin de Lille, tu as ressenti un manque de Lille ? Enfin, quand tu es loin de Lille, est-ce que tu as besoin de revenir ? Enfin, tu sens vite le besoin de revenir ou Alors, pas ? Entre mes 2 périodes de travail, je l'ai quittée, forcée, quand j'étais à Écolo. Et elle est toujours restée au fond de moi. Et donc forcément, l'opportunité d'y revenir, qu'est-ce que tu fais, hein ? Toi aussi, hein, Ingrid, hein, tu fonces dans la brèche, quoi. Ben oui. Et ils ont déjà dû tous t'en parler, de la porquerollite, quoi. C'est le truc... cette sensation qu'un territoire t'appartient, c'est au-delà... C'est plus que le village qui fait ça, c'est l'île aussi. C'est le territoire autour l'eau autour le côté insulaire qui fait que c'est à toi. Et c'est sans être à toi. Mais ouais, Porquerolles me manque quand j'y suis pas. Mais j'aime bien la quitter aussi. Ouais, besoin peut-être. Ouais, besoin, ouais, j'aime bien. Et voir justement tes enfants grandir ici, pour toi, c'était quelque chose d'important ? Ouais. Moi, je voulais, comme je te l'ai dit tout au début, je voulais une vie... pas comme les autres, mais une vie différente. Voilà, et c'est ce que j'ai ici. On a une vie différente. Qu'est-ce que tu penses que ça leur a apporté à tes enfants, qui garderont, même quand ils partiront ? Je sais pas, il faudra voir plus tard, quand ils seront grands. Je sais pas. L'autonomie, la liberté, la curiosité, mais ça, tu peux l'avoir en vivant en ville, c'est comme, ça dépend. Moi, j'ai grandi avec de l'autonomie, de la liberté, avec une montre, et ma mère, elle me disait, tu rentres à 17h. Et je rentrais à 17h, et j'étais dehors, tout le temps, en région parisienne, hein, avec les champs derrière. Moi, c'est ce qui ressort de mon enfance, c'est ça, c'est ma liberté. Et c'est ce que j'ai pu leur donner ici, que j'aurais pas pu leur donner à Toulon, où on a une maison aussi. Tu vois. Peut-être un cadre aussi de vie. Un cadre, mon fils qui pêche, mais ma fille qui est en train de vendre, j'ai horreur de ça. La liberté, l'autonomie, mais moi je verrai ce que plus tard, en fait, parce qu'ils sont encore en construction. Oui, t'as semé quelque chose et puis... Et c'est en train de pousser, ça pousse, c'est pas droit, c'est bien, mais tous les deux aiment vivre ici. Pour le moment, j'ai aucun reproche, c'est pas des reproches, hein. Il n'y en a aucun qui sont en besoin de ville. Pour le moment, les enfants poussent plutôt correctement. On verra plus tard. Ouais. Rendez-vous dans 20 ans. Comment vois-tu l'île évoluer et quel regard tu portes sur ces changements ? Là, ça fait 10 ans, même maintenant, tu connais l'île depuis plus longtemps ? Oui, je connais l'île depuis plus longtemps, mais même en 10 ans... 25 ans ? Ouais, ça fait... ouais. Mais je l'ai vu l'hiver, moi, donc c'est pas pareil. L'hiver, c'est presque toujours la même. Ouais. La première fois que je l'ai vue, c'était l'hiver. Et elle est très semblable, l'hiver. Moi, j'ai l'impression c'est sûr qu'il y a plus de monde. Il y a plus de monde le soir. Il y a plus de vélos. Plus de bateaux. Voilà ce que je vois. Ouais. Est-ce que, forcément, c'est pas plaisant ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué positivement pour toi ? Non. Il n'y a rien qui a évolué à part le commerce. Ah oui, si, elle est passée cœur de parc en 2012. Donc ça lui donne un statut légitime qu'elle n'avait pas avant. Avant, c'était territoire géré par le parc national. Aujourd'hui, elle est cœur de parc, donc ça lui donne vraiment un statut où, premièrement, notre présence est légitime. Et peut-être un coup d'œil différent aussi pour éviter qu'elle se fasse phagocyter, mais le village il n'est pas cœur de parc, donc voilà, ça c'est le seul truc positif.
Il y a eu des ateliers de prospective qui ont été organisés, c'était quoi, il y a 2-3 ans? Tu sais, imaginer Porquerolles dans... Ouais, oui, c'était ça. 2030, c'est ça, exactement. 2050, ouais. Comment toi, tu imagines Porquerolles dans 20-30 ans? C'est difficile comme question. C'est très difficile, je peux pas. Tu peux pas. Non, Si on imagine comme j'ai envie, je rêve de 3000 personnes par jour, voilà. Ouais. Et l'été, hein. Du 15 juin au 15 septembre. et de 300 bateaux au mouillage, et voilà. On est à combien là de bateaux? Au pic, on est à 1000. Tu comptes 4 personnes minimum par bateau. Alors, l'utopie, c'est 3000, 400 ou 500 bateaux, j'ai dit, et pour que chacun puisse apprécier, mais ça ne sera pas du tout la même consommation des gens. Mais on tend à... Il y a quelques... Ça émerge, hein, il y a des gens qui essayent de faire passer ça, c'est très dur. Est-ce que tu as un vœu à formuler pour Porquerolles et ses habitants pour les 20 prochaines années? Ça rejoint un petit peu... Des enfants, des logements accessibles, honnêtement gérés, sans spéculation, pour qu'on puisse avoir un village vivant. Voilà. Et elle est menacée ici? Oui, elle est menacée. Il y a combien d'enfants? 15, 16 15. Quelle est ta définition, à toi, du Porquerolais? T'as interrogé Dédé Maillot? Encore, il est sur ma liste. Lui, il a la définition. La définition du Porquerolais, c'est celui qui a choisi de vivre ici et qui aime vivre ici, quoi. C'est quelqu'un qui est attaché sentimentalement à un territoire, sans forcément avoir un lien foncier, de sang, voilà. Parce que moi, dans ces cas-là, enfin, qui est quoi? C'était... Moi, je suis née à Paris, je suis pas parisienne, hein. Enfin, T'habites Porquerolles. Et j'habite Porquerolles, mais est-ce que je me sens porquerolloise? J'en sais rien. Et t'as l'impression, en plus, aujourd'hui, que c'est un privilège, ce truc. Et j'aime pas du tout J'aime pas du tout ça. Quand on évoque Porquerolles, alors on parle souvent, ça va te faire sourire, d'écrins, de joyaux de la Méditerranée, de perles des îles d'or. Un peu à la façon d'un portrait chinois, quel serait selon toi l'objet ou l'image la plus évocatrice de Porquerolles? Un petit village et puis la nature tout autour. Moi, c'est ça, Porquerolles. Parce que je suis allée sur d'autres îles, ailleurs. Elles ont d'autres charmes, mais une comme ça, et presque il n'y en a qu'une. Il y a les Saintes en Guadeloupe. Tu veux dire conçu de cette façon, avec un village et la nature tout autour. Il y a des îles bretonnes aussi. Tu peux pas la dessiner autrement que comme ça, avec ce village. Et puis la verdure, le croissant de verdure, le Stampeul au milieu, le port, le village, et puis voilà. C'est comme ça que tu définis Porquerolles, c'est comme ça que Sabine dessine Porquerolles. Eh bien, écoute, tu sais que tu me demandais ce que Sabine avait. Elle m'a dit la forme de l'île. Ouais, mais c'est ça, c'est ce croissant. Oui, c'est ça qui définit une île, hein, c'est vrai. C'est la forme qu'elle a. Merci beaucoup, Peggy. C'était un plaisir de t'écouter. Merci à Peggy pour cette conversation franche et spontanée, son humour et sa générosité. Et merci à vous d'avoir écouté Fragile. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, les liens vers les ressources dont nous avons parlé, rendez-vous sur fragileporquerolles.com. Vous pouvez vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre plateforme d'écoute, ce qui vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de le soutenir. Dans le prochain épisode, c'est à travers le regard d'un enfant du pays, devenu photographe de mode après des années d'errance et d'observation à Porquerolles, que nous découvrirons l'île. Une plongée dans les années 12 de Porquerolles avec Bernard Pess. À très bientôt!